pour cette table ronde intitulée Psychanalyse et théorie du sens, un dialogue entre la pensée de Jean Laplanche et la sémiotique. Nous avons l'honneur d'entendre aujourd'hui à Hélène Tessier, qui est psychanalyste et juriste à Montréal, à Francis Martens, qui est psychanalyste anthropologue à Bruxelles, à François Rastier, qui est sémanticien à Paris, à Duarte Rollo, à Isabelle Gernet également, et moi-même qui suis sémioticien de l'université là à Lyon. Et parfait, donc comme vous le savez sans doute, donc cette table ronde reprend l'ouvrage publié en 2021 sous la direction de Hélène Tessier, à qui je cède la parole pour le présenter. Oui, merci Santiago. Merci à tous et bienvenue. Alors, je vais simplement dire un petit mot sur l'ouvrage et le contexte de l'ouvrage. Alors, l'ouvrage qui s'intitule Psychanalyse et théorie du sens, Jean Laplanche et la sémiotique, rassemble des textes qui ont été écrits à la suite d'un entretien avec François Rastier, cet entretien constitue la première partie de l'ouvrage. Simplement un petit mot sur d'où vient cet ouvrage, le contexte de l'ouvrage. Eh bien, l'ouvrage a été publié grâce à l'appui de la Fondation Jean Laplanche, Nouveaux fondements pour la psychanalyse. La Fondation Laplanche, elle a été instituée par Laplanche et elle relève de l'Institut de France, plus précisément de l'Académie des sciences morales et politiques. Et je vais simplement vous rappeler son but, qui a été écrit par Laplanche lui-même. Donc, le but de cette fondation, c'est de contribuer au développement de la psychanalyse en France et à l'étranger, dans l'esprit qui a inspiré la vie scientifique du fondateur. Alors, cet ouvrage est dans le but de bien remplir le mandat qui a été déterminé par Laplanche lui-même. Le Conseil scientifique a décidé de mettre sur pied des séminaires à la fois interdisciplinaires et donc qui met la psychanalyse, la théorie de Laplanche en dialogue avec d'autres disciplines, et des séminaires intradisciplinaires qui mettent en dialogue des différentes orientations en psychanalyse. Donc, de mettre sur pied ces séminaires où on invite des spécialistes, en l'occurrence, dans le livre dont on discute aujourd'hui, c'était François Rastier. Et à l'issue des séminaires, si possible, on fait une publication. Donc, c'est simplement pour vous rappeler le contexte de cette publication. Et voilà, donc maintenant, je cède de nouveau la parole à Santiago pour la suite des choses. Parfait, merci beaucoup Hélène. Donc peut-être on peut demander à Francis Mertens de Voilà, continuer. bonjour à tout le monde. Alors c'est difficile, bien sûr, d'improviser, enfin improviser n'est pas le terme, mais de générer un débat entre nous comme ça, parce que quand on parle de psychanalyse, il y a toujours beaucoup de supposés connus, et donc c'est toujours une erreur de supposer le connu, naturellement, hein, surtout qu'on est quand même dans une période très particulière concernant la psychanalyse. Actuellement, quand on me demande « Tiens, vous êtes psychanalyste », j'ai tendance à baisser les yeux et à dire « C'est pas de ma faute, c'est mes parents qui m'ont obligé ». Alors, en réalité, je pense que la psychanalyse, on pourrait dire, en paraphrasant Clémenceau, il parlait lui des militaires et de la guerre, évidemment, que la psychanalyse est peut-être une chose trop sérieuse pour être laissée aux psychanalystes. On peut dire en tout cas que la psychanalyse, c'est une fashion victime. Elle était victime d'une mode inconditionnelle dans les années d'après-guerre aux États-Unis. Ça a même donné lieu à une grande comédie musicale, je ne sais pas si vous savez, avec Kurt Weill à la musique. Ça s'appelait Lady in the Dark. Et on voyait des interprétations très musclées, mais tout en chantant. Et puis, la seconde période, tout aussi compliquée et quasiment létale pour la psychanalyse, c'était cette grande mode sans limite de la psychanalyse entre, disons, 70 et 1980 à peu près, où, étant totalement à la mode, elle avait une totale impunité et pouvait à la fois tout dire et faire souvent, hélas, n'importe quoi. À ça, c'est ajouté, bien sûr, une chose que François
apprécie beaucoup, c'est le courant postmoderne qui, dans une sorte de feinte tolérance, semble dire, même à l'intérieur des cénacles psychanalytiques, écoutez, chacun son idée par rapport à la théorie, chacun comme il pense, et chacun son inconscient. Quand je dis ça, ça paraît une boutade un peu facile, mais pas du tout. Il faut savoir que la psychanalyse actuellement, elle vit au moins sur deux théories tout à fait hétérogènes, peut-être pas foncièrement incompatibles, mais totalement différentes de l'inconscient. Il y a l'inconscient selon Lacan actuellement, et il y a l'inconscient selon Freud. C'est pas du tout la même chose. Bon, qu'est-ce qui me permet de dire ça? Lacan lui-même qui a dit mon inconscient n'a absolument rien à voir avec celui de Freud. L'inconscient n'est pas de Freud, il est de Lacan. Et en effet, il s'est généré selon des routes, je dirais, complémentaires, mais quant à la base, extrêmement différentes. Alors, une époque où la psychanalyse est tellement mise à mal dans les médias, dans l'enseignement, mais aussi à l'intérieur des sociétés d'analyse qui peuvent faire semblant, dans le même groupe, qu'on partage la même notion de l'inconscient, alors qu'on partage seulement le même mot, il importe bien sûr de mettre la psychanalyse en débat. Et en débat, bien sûr, autour de ce qu'on considère, en tout cas dans ce groupe-ci, une façon tout à fait rationnelle, une anthropologie absolument rationnelle de la conception de ce que c'est qu'un être humain. Donc la psychanalyse, bien sûr, ne dit pas le tout anthropologique de l'être humain, mais elle ajoute justement quelque chose qui est plus qu'un grain de sel, quand elle dit que l'être humain, outre le fait, bien sûr, que c'est un être social qui ne peut pas vivre hors d'un circuit d'échange et de réciprocité, même de solidarité, il est en outre pas seulement comme individu, mais dans une interaction subtile dont on va parler, un être qui est animé et quelquefois qui trébuche à l'occasion d'un inconscient individuel, sexuel refoulé. Ça, c'est le socle sur lequel, ces quatre termes, sur lequel repose toute la théorie anthropologique de la psychanalyse. Mais vous l'avez compris, chacun de ces termes, inconscient, individuel, sexuel, refoulé, demande bien sûr à être défini et reprécisé dans un débat rationnel, clair, qui permet d'interagir et de se faire entendre des autres disciplines et aussi puiser en leur vivier, si possible, ce qu'il y a longtemps qu'on ne fait pas. Alors, quelqu'un qui est l'auteur, franchement, non postmoderne, qui vraiment est l'avocat d'une psychanalyse des Lumières, je dirais, c'est bien sûr Jean Laplanche. C'est lui qui nous réunit. Jean Laplanche, pas parce qu'on aime Jean Laplanche spécialement en tant que personne ou pas, c'est pas ça. On se réunit autour d'une œuvre qui, dans le post-freudisme, est vraiment le bilan radical, critique de tout Freud lui-même, avec souvent ses impasses et ses contradictions, mais aussi de tout le post-freudisme, et de voir ce qui est le fil conducteur, le plus important, le plus spécifique et le plus simple à pouvoir transmettre aux autres pour qu'on parle et qu'on débatte de ce côté-là. Et il se fait que justement, cette refondation de la psychanalyse en tant que métapsychologie par Laplanche tourne autour de deux termes pivots fondamentaux. Le terme de traduction, Übersetzung, en allemand, qui peut-être qu'on en parlera, un mot quand même assez différent de ce qu'on entend par traduction en français. Übersetzen, c'est quand même très particulier et beaucoup plus concret. Donc, traduction d'un côté et message de l'autre. Alors, quand Laplanche fait tourner tout le début de l'aventure humaine, de la naissance de l'inconscient, des pulsions et du désir de vivre autour de la notion de message, évidemment, ce n'est pas le message tel qu'en parle Jacobson, par exemple. Ce n'est pas incompatible, mais il ajoute quelque chose. Il va dire que le message, c'est un message qui, par définition, n'est pas clair, est ambigu. Il va dire qu'il est compromis par l'inconscient de celui qui l'habite et de celui qui le transmet. Ça veut dire que celui qui veut émettre un message, en principe très précis,
il ne sait pas vraiment ce qu'il veut dire ou ce que ça veut dire en lui. Ça déborde en tout cas son attention consciente et rationnelle, d'une part, et qui plus est, alors qu'il veut adresser son message à un destinataire précis, ou plutôt, il veut l'adresser à une personne précise, eh bien, un peu comme au théâtre, le destinataire même, véritable, souvent, est inconnu de celui qui émet le message. Un peu comme au théâtre, vous avez un partenaire en scène et vous vous adressez à lui, mais tout le monde sait que le destinataire, il est répandu dans la salle et peut-être même dans la famille de l'auteur de la pièce. Alors le message au sens laplanchien, donc ce message compromis qui va créer un effet d'excitation chez l'enfant, qui va l'amener à refouler et qui verra croître peu à peu son inconscient, c'est un message quand même qui est très différent du message, en tout cas des linguistes en général. Et c'est pour ça qu'on fait appel à un linguiste et qui plus est à un sémioticien, parce que le message, justement, contrairement à l'image d'Épinal qu'on a de la psychanalyse, c'est pas seulement parole et langage, bien sûr, c'est fondamental, c'est très important. Et la cure, notamment, se passe, bien sûr, du côté de la parole et de l'écoute, en grosse partie, mais pas que. Mais il est important de se dire que le message, justement, déborde largement le monde de la parole et du langage, et que le message non verbal, le message qui passe par le corps, c'est celui que tous les nouveaux connaissent. C'est celui qui les initie au désir de vivre, c'est aussi celui dont ils doivent se protéger. Alors, je ne vais pas être plus long, mais donc, la théorie de Laplanche s'appelle théorie de la séduction généralisée, parce que le message, il est lesté par l'inconscient d'adulte, il est donc séduisant, il est excitant, il est forcément intrusant, il va être de l'ordre de l'implantation ou pathologiquement de l'intromission, dira Laplanche. Et ceci, donc, cette notion de la séduction, on en reparlera, peut paraître un peu abstraite, peut-être pas suffisamment cliniquement étayée. Alors simplement, je m'arrête après ça. Cette séduction généralisée dont parle Laplanche, et qui est à la naissance de la nécessité de traduire le message que l'adulte émet sans savoir ce qu'il fait, le pauvre, mais cette séduction, il y a une confirmation clinique assez extraordinaire de son existence. C'est que quand elle est soustraite, quand il n'y a pas de messages verbaux et non verbaux, les petits agacements, les risettes, les petites gentillesses qui accompagnent le rapport aux enfants quand on les allaite, quand on les nourrit, quand on les lange, quand il n'y a pas ça, cette stimulation d'un désir à faire naître, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, c'est pas qu'il soit mécontent, c'est que assez rapidement, il meurt. Il ne cherche plus le regard, il ne cherche plus l'adresse éventuelle. C'est ce que Spitz a appelé l'hospitalisme, la dépression anaclitique, et qu'on a connu plus récemment, par exemple, dans les orphelinats roumains. Tout ça pour vous dire que même si on peut avoir le sentiment ici qu'on pourrait parler de façon très, très abstraite et en dehors de la réalité très quotidienne des choses, non, on est vraiment dans le plus quotidien des rapports aux autres et des rapports aux enfants petits, avec cette conception du message. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait appel pour débattre au regard critique de quelqu'un dont l'univers des signes, c'est le métier, et avec un regard aussi critique, qui n'est pas là pour faire de cadeaux à la psychanalyse. Parfait. Merci beaucoup, Francis Martens, pour cette intervention sur le message. Et donc, nous pouvons demander à Duarte Rollo, qui, je le rappelle, est psychologue clinicien et maître de conférence à Paris Descartes, qui va nous parler de la scientificité. Mais écoutez, c'est peut-être un peu... Je vais donc intervenir. Je ne veux pas lasser l'auditoire trop vite ou effrayer les auditeurs trop vite en introduisant d'emblée ou à froid la question de la scientificité de la psychanalyse, mais peut-être dire un mot de comment la théorie de Laplanche ou la théorie de la séduction généralisée, me semble-t-il, est particulièrement attachée à la possibilité de renouer un dialogue interdisciplinaire.
et que la condition de ce dialogue est précisément un certain rattachement au rationalisme. Et je pense que c'est notamment ce rattachement ou disons un fond épistémologique ou certain nombre de positions épistémologiques communes qui rendent possible le dialogue avec la sémiotique et notamment avec François Rastier. Je pense que François Rastier l'a énoncé de façon très claire dans l'entretien qui figure dans l'ouvrage, en mentionnant d'entrée de jeu le fait qu'un dialogue était possible avec la théorie de la planche, précisément parce que celle-ci essayait de restaurer ou de raviver, disons, une conception rationaliste en psychanalyse qui, et Francis Martens l'a rappelé de façon là aussi très explicite d'entrée de jeu, le rattachement à un paradigme rationaliste ou, disons, à la vérité comme étant une valeur centrale dans toute entreprise intellectuelle, n'est pas du tout consensuel en psychanalyse, voire même est assez minoritaire aujourd'hui, que ce soit à la fois dans certains courants lacaniens ou d'autres courants d'ailleurs, kleiniens, post-freudiens. Cette posture épistémologique qui confère à la dimension de la vérité, à la possibilité de réfutation d'un certain nombre d'hypothèses et de conjectures en psychanalyse n'est pas du tout partagée. Ce qui, en effet, encore une fois, comme le rappelait Francis Martens, a eu pour conséquence, je pense, c'est en tout cas ce que j'essaie de défendre dans le texte que j'ai commis dans l'ouvrage, a eu pour conséquence d'isoler davantage la psychanalyse et de lui conférer une place marginale, notamment dans la communauté universitaire. Il me semble que la théorie de la séduction généralisée de la planche cherche à répondre, ou en tout cas cherche à sortir la psychanalyse de cet isolement en fondant la psychanalyse sur une métapsychologie rationnelle qui restaure les conditions du dialogue interdisciplinaire. Alors, bon, je voulais juste introduire ces quelques éléments pour finalement adresser une question assez simple, je dirais, à François Rastier, qui découle directement de ses propositions dans l'entretien qui ouvre ce livre, qui constitue la première partie de l'ouvrage, puisque François Rastier reconnaît la différence ou fait la distinction entre le caractère rationnel de la théorie de la planche et d'autres théories dans le champ de la psychanalyse, notamment la théorie de Lacan. Mais dans un passage en fin d'entretien, mentionne le fait que pour qu'un dialogue interdisciplinaire soit possible avec la psychanalyse, il faudrait que celle-ci développe un projet scientifique. Je pense que ce sont les mots mêmes qui sont employés, c'est page 94. Alors, j'étais assez curieux de ce que François Rastier considère comme un projet scientifique pour la psychanalyse. Où finalement, j'aimerais l'interroger sur quel pourrait être ce projet scientifique, étant donné qu'il me semble que chez Laplanche, à travers la théorie de la séduction généralisée, il y a une volonté de formuler un tel projet. Or, François Rastier semble dire que, à l'état actuel, dans son état actuel de développement, la psychanalyse ne possède pas encore de projet scientifique en tant que tel qui permettrait le dialogue interdisciplinaire. Voilà, donc c'est vraiment cette question assez brève, assez directe que j'aimerais adresser à François Rastier, évidemment en le remerciant pour l'occasion ou l'opportunité que ces travaux et le séminaire qui a été hébergé par la Fondation Laplanche, à qui évidemment je remercie également, à la fois pour
l'opportunité d'être aujourd'hui ici en train de débattre, mais aussi pour la publication de cet ouvrage. Et donc, encore une fois, merci à la fois à la Fondation, merci à François Restier, puisque ces travaux nous ont donné précisément l'occasion, l'opportunité de poser un certain nombre de questions qui me semblent tout à fait fondamentales pour la psychanalyse aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup, Duarte. Donc, ce que je vous propose de faire, donc vous avez adressé quelques questions à François Restier. Ce que je vous propose de faire, c'est de continuer avec l'ordre du jour, et donc de céder la parole à Isabelle Gernet, et par la suite, donc il y aura une reprise de la part de François Restier qui pourra répondre à vos questions et faire d'autres relances. Donc, merci beaucoup, Duarte, pour cette intervention du coup, sur le thème de la scientificité. Et nous cédons la parole maintenant donc à Isabelle Gernet, que je rappelle est psychologue clinicienne et maître de conférence à Paris Descartes, et qui va nous parler notamment du thème de l'idéologie. Merci Isabelle. Merci. Bonsoir à tout le monde. Oui, du coup, d'être propulsé comme ça dans la discussion avec le thème n'est pas forcément un exercice très facile. En tout cas, peut-être que l'enjeu de la discussion, il est plutôt de montrer comment finalement, ce séminaire interdisciplinaire est le point de rencontre, on pourrait dire, entre la psychanalyse et notamment la psychanalyse qui est portée par la pensée de Jean Laplanche d'un côté et la théorie du sens et tous les enjeux autour des questions de sémiotique, peuvent ouvrir en fait sur un certain nombre de réflexions, de problèmes qui sont à la fois des problèmes, on pourrait dire, pratiques, par exemple, dans mon cas, comme psychologue clinicienne du travail, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut penser certaines problématiques qui touchent en fait des sujets dans certaines situations particulières et qui sont en cause, on pourrait dire, dans des formes singulières ou particulières de souffrance, psychique notamment. Mais ça pose aussi un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes effectivement plutôt théoriques, notamment métapsychologiques, qui ont été aussi qui ont fait l'objet de discussions dans le cadre du séminaire. Du coup, ce que moi je voulais indiquer, ou en tout cas pour relancer aussi la discussion dans le cadre de cette table ronde, c'était de revenir sur un certain nombre de points de discussion, d'abord théoriques, qui concernent, on pourrait dire, les rapports entre la question qui tourne autour de la problématique de la symbolisation et les rapports plus précis entre indice et la question de l'indice et la question du signe, puisque finalement, de mon point de vue, il y a un certain nombre de problèmes qui sont rencontrés à la fois sur le plan théorique dans le champ de la métapsychologie plus classique et qui sont aussi rencontrés à partir des situations cliniques avec lesquelles moi je peux travailler, qui posent, on pourrait dire, les problèmes de façon plus large entre les mots, le recours aux mots, la question d'un ensemble de signes, et de l'autre côté, la problématique de la pensée. Et comment finalement, dans certains cas, on pourrait dire, le passage par les mots peut être au service, on pourrait dire, du travail de pensée, et dans d'autres situations, le recours aux mots vient, on pourrait dire, dans une certaine mesure, capturer finalement le travail de pensée, d'où la thématique de l'idéologie, en fait, qui arrive en fait comme un élément central de discussion, avec ce problème qui est finalement un problème de capture de la pensée par les mots, on pourrait dire, ou ce qu'on appellerait plutôt dans la perspective de Laplanche, le problème des obstacles au travail de symbolisation, qui peut ouvrir aussi à toute la problématique dite de la sublimation. Le terme de sublimation étant très codé, on pourrait dire, sur le plan de la théorie psychanalytique, et qui, de façon rapide, renvoie à tous les problèmes qui sont posés pour essayer de penser les rapports entre l'individu, le sujet et la société. Et donc, il y a toute une discussion, notamment aussi dans l'œuvre de Laplanche, sur le statut très singulier, très particulier de la sublimation, c'est-à-dire des processus psychiques qui permettent, à chaque individu,
de participer au travail de culture, d'ouvrir en fait sur le travail de culture. Alors, du coup, là, pour aller un peu vite, il me semblait que dans toutes les discussions qui ont eu lieu, notamment dans le cadre du séminaire, mais aussi là, qui sont rassemblées, on pourrait dire, dans le cadre de l'ouvrage, moi, je l'ai trouvé intéressant de tirer la discussion du côté de un certain nombre de réflexions qui permettraient de penser ou peut-être de caractériser ou de resserrer ce que seraient les formes modernes, on pourrait dire, de l'idéologie, que l'on pourrait, alors plutôt, et l'idéologie dans son sens, on pourrait dire plutôt péjoratif, c'est-à-dire tirer du côté des formes modernes, on pourrait dire de propagande, ce que notamment François Rastier a rassemblé aussi sous le terme d'idéologie managériale dans un ouvrage précédent, qui pour moi est une référence très importante, pour essayer aussi d'analyser, c'est-à-dire de comprendre finalement comment un certain nombre de formulations, de constructions symboliques se mettent à dériver et peuvent avoir des incidences très sérieuses, on pourrait dire, sur la capacité de penser des sujets, et notamment en situation de travail. Et voilà, c'est pour ça que je reviens en fait sur cette discussion, peut-être pour indiquer un intérêt de ma part, notamment dans l'approfondissement de la discussion, surtout les problèmes théoriques qui sont posés sur le plan conceptuel entre le signe, la question des signes, et les indices, avec la piste aussi qui a été indiquée par la planche. Donc là, c'était plutôt pour réouvrir aussi la discussion et puis peut-être adresser une question plus précise à François Rastier aussi, avec une piste indiquée par la planche sur la problématique de ce que lui désigne comme finalement une forme de marchandisation des rapports sociaux qui opère, qui génère, ou qui produit ou qui conduit à une réduction à l'indice du point de vue des processus psychiques. Il me semblait que moi, je trouve que cette indication qui est formulée par la planche, pour moi, est un point d'appui important pour essayer de comprendre, encore une fois, les conséquences liées, on va dire, psychopathologiques, c'est-à-dire l'apparition d'un certain nombre de problèmes de santé, notamment en situation de travail, dans le cadre de ce qu'on appelle les nouvelles formes d'organisation du travail, qui sont structurées, organisées, et qui comportent en leur sein un certain nombre de méthodes, de dispositifs qui sont, on pourrait dire, que l'on peut caractériser avec la formulation de distorsion communicationnelle. Donc, et que dans ces situations-là, pour comprendre finalement aussi ces phénomènes, on pourrait dire, de capture de la pensée par les sujets qui évoluent en fait dans ces organisations du travail, l'ouverture, en tout cas le point de discussion avec les outils, on pourrait dire, de la sémiotique, pour moi, était une référence importante. Donc, je vous remercie. Et merci beaucoup, Isabelle Gernet. Et, donc, ce qu'on peut faire, c'est laisser la parole à François Rastier pour répondre à ces questions et ensuite relancer le débat. Merci encore. Oui, alors, bonjour. Je commencerai par la fin, c'est-à-dire rendre hommage à l'École française d'analyse du travail et d'ergonomie. Il se trouve que j'ai fait un séminaire donc de sémantique au CNAM, et il y a tout cet isolement, si on peut dire, de l'analyse du sujet qui est contesté d'une certaine manière par cette école, bien sûr, mais aussi par la psychanalyse de la planche. Si bien qu'on se demande si le sujet n'est pas constitué par les messages qu'il échange, ou du moins qu'il reçoit d'abord, si bien qu'on peut se demander si quand Laplanche écrit à propos de Lacan, le penseur a fait prévaloir cette certitude
inouï dans le freudisme que l'inconscient et la pulsion ne surgissent pas des tréfonds obscurs de la vie, mais que leur genèse et leur nature sont indissociables du monde humain et de la communication interhumaine. Il lit ça chez Lacan, mais en fait, c'est une autodescription de ce qu'il va faire. Et à mon avis, c'est très important parce que, disons, l'image reçue de la psychanalyse freudienne telle qu'elle a été diffusée quand elle était à la mode aux États-Unis, etc., c'était que le sujet n'a pas d'autonomie. Il est, comment dire, machiné par des pulsions. Et derrière ça, il y a des philosophies de la vie qui sont passablement obscurantistes. Ces pulsions, même la notion de pulsion chez Freud, rien ne dit qu'elle ne soit pas héritée de Schopenhauer, par exemple, cette notion d'une volonté qui est indépendante du sujet et qui est une sorte de destin à l'égard duquel il n'est pas autonome, alors que Laplanche, lui, veut restituer une autonomie du sujet, ce qui fait que, au fond, il n'est pas machiné par des instincts, il se construit dans une interaction sociale au sein d'une culture, ce qui est tout à fait différent. Or, le problème, c'est que cette interaction n'est pas vue sur le modèle irénique de l'interaction conversationnelle, communicationnelle, et il est vrai que la notion de message qu'emploie Lacan et qui est un peu datée, du moins du point de vue de la terminologie, n'a rien à voir avec la théorie de l'information et de la communication qui se développait à cette période où il emploie ce mot, c'est-à-dire les années 50. Ça n'a rien à voir avec l'imaginaire de la théorie de la communication qui est basée sur une certaine transparence, hein, et qui sert encore à l'idéologie managériale, à savoir que tout est acquis, tout est visible, etc. Alors, cette volonté, cette conception de l'autonomie du sujet est liée à un autre facteur, à mon avis, du lien de Laplanche avec la philosophie des Lumières et la rationalité, qui est la question du statut de la connaissance. Et là, on passe à autre, on passe à la question que posait Duarte Rollo tout à l'heure. Au fond, la psychanalyse est un art au sens technique, comme l'est la médecine. Est-ce qu'on va dire que la médecine est une science ? Oui, pourquoi pas, disons. Mais c'est une science très particulière, c'est-à-dire que, d'une part, elle participe du raisonnement indiciaire, du moins pour tout ce qui est la médecine hippocratique, et puis surtout du raisonnement par cas. Alors, on a une image de ce qui rapproche d'ailleurs la psychanalyse du droit plutôt que d'une science causale. Et un cas, évidemment, ne peut être exemplaire, mais ne peut pas être généralisé pour autant. Alors, que serait le rapport avec les sciences de la culture et notamment la sémiotique ? Eh bien, c'est que les phénomènes qui sont mis
en évidence par la psychanalyse, et déjà dans, par exemple, des ouvrages de Freud comme Les mots d'esprit dans leur rapport avec l'inconscient, ce sont des fonctionnements sémiotiques à l'œuvre dans l'usage des langues qui ont une grande généralité, qui sont très sous-estimés par la tradition logico-grammaticale, mais qui sont la matière première, par exemple, des arts du langage, comme la littérature. Alors, pour que la psychanalyse puisse intégrer un département scientifique, il faudrait que ce département scientifique soit reconnu comme celui des sciences de la culture, et si on peut dire de la sémiotique des cultures, telle que l'a décrit Lacan, telle que l'a décrit ici Laplanche, finalement, on peut se demander si le moi n'est pas une forme symbolique au sens où Cassirer emploie ce terme en parlant de formes symboliques, comme sont, par exemple, le droit, la religion, le mythe, etc. Et toute société est faite d'un croisement de ces différentes formes symboliques. Saussure emploie le mot institution, je préférerais institution symbolique. Alors, le moi n'est-il pas une micro-institution symbolique? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il est construit dans une interaction avec tout au long de la vie, d'ailleurs, avec d'abord, en raison de la néothénie caractéristique de l'espèce humaine, une très longue imprégnation dans la communication interpersonnelle. Et cette communication transforme l'individu biologique en personne, tout simplement. Alors, c'est vrai que les animaux sont des individus biologiques. C'est vrai qu'ils ont une individualité, mais ils n'ont pas d'inconscience. C'est-à-dire que, disons, il y a des phénomènes inconscients, évidemment, dans toute mais par exemple, la négation n'est pas dans la communication animale. On ne peut pas dire quelque chose n'est pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, dans les langues humaines, il y a la possibilité de parler de ce qui n'est pas là, et il y a la possibilité de transmettre des messages énigmatiques. Alors que dans les langages animaux, et là, je viens à la question de la typologie des signes, on fonctionne avec des signaux d'une part, et des indices, mais ces indices ne sont pas organisés en code, alors que les signaux sont organisés en code, à la fois innés et appris, tel que s'il y a un prédateur, par exemple, c'est tel signal qui va dire ce prédateur est en l'air, et donc ce signal va faire lever les yeux à tout le monde, ou bien il y a un autre signal pour dire ce prédateur est à terre, et tout le monde comprend qu'il va y avoir un serpent ou quelque chose comme ça. Alors, là, on peut se demander s'il n'y a pas une spécificité humaine dans les symboles, c'est-à-dire les symboles linguistiques, qui font que les langues ne sont pas réductibles à des codes, contrairement à ce qu'on a cru au moment de l'essor des théories de la communication. Et c'est un peu la question que posait là Isabelle Gernet. Au fond, pourquoi est-ce que le langage et les langues humaines ne sont pas des codes?
c'est que dans des codes, à la fois tout est littéral et chaque signal renvoie à quelque chose de déterminé. Alors que pour les symboles qui sont caractéristiques des langues humaines, il y a une indétermination a priori qui fait que les signes varient indéfiniment en fonction de leur contexte. Les signaux animaux peuvent être combinés, ils ne prêtent pas à équivocité, c'est-à-dire ils sont compris ou pas compris, mais on n'engage pas de discussion pour savoir quel est leur sens. Et c'est ce caractère énigmatique qui est au fondement des langues humaines, avec évidemment la possibilité de nier et aussi de parler aux absents ou de parler des absents. Les animaux sont des interactionnistes conséquents, c'est-à-dire ils sont dans la pragmatique du ici et maintenant. Mais ils ne parlent jamais des absents. Ils parlent au présent, enfin, ils communiquent avec les présents, mais ça c'est déjà beaucoup, mais ça s'arrête là. Alors, quand on dit, mais au fond, que fait le management? C'est la question d'Isabelle Gernet. Eh bien, le management, qu'est-ce qu'il fait? Il transforme des symboles en signaux. Et c'est ça qu'il vend. Par exemple, Google vend 6 millions de mots-clés par jour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire qu'on transforme on voit ça tous les jours avec la scientométrie, les nuages de tags, etc. On transforme des objets complexes que sont des textes en nuages de mots-clés. Vous avez tous vu ça comme des résumés dans les résumés automatiques. Et cette désymbolisation fait que ça change de statut. Un mot-clé, lui, il n'a pas de contexte. Il est supposé clair. Il remplace un signal. Et c'est lui qui sert à indexer, c'est-à-dire on passe d'un point de vue de l'interprétation à un point de vue de la détection du document, ce qui est tout à fait différent. On revient du texte au document. Le résultat, c'est que les symboles deviennent simplement des stimuli, et c'est ça qu'on vend, d'où la multiplication des excitations et l'impossibilité des satisfactions. C'est le rôle même de la vente infinie. Il ne faut pas que... et de la frustration en général. Je veux dire, ce qu'on vend, c'est de la frustration, bien sûr, de façon à ce que le client achète à nouveau. Alors, pour revenir à des choses plus organisées, il me semble que la planche mobilise les problèmes classiques de la linguistique et de la sémiotique, comme ceux de l'interprétation et de la traduction, tout en leur donnant un sens élargi. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais invité en 1997 à un colloque de Cerisy sur les textes et les sciences, colloque qui s'intitulait « Herméneutique, texte, science ». Et on a vu là que Laplanche, par ailleurs était un excellent compagnon, avait véritablement voulu avait le projet d'une science de l'interprétation en disant nous ne sommes pas là pour trouver des clés, mais pour démonter les serrures, c'est-à-dire une dimension critique par rapport à l'interprétation. C'est exactement, personnellement, puisque je travaille sur la sémantique de l'interprétation depuis
assez longtemps, ce qui est l'objectif d'une sémantique de l'interprétation. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de trouver l'interprétation scientifique, il s'agit de hiérarchiser les interprétations et de critiquer leur type de validité. Alors, des phénomènes majeurs qui ont été mis en évidence par la psychanalyse, comme le transfert, la dénégation, le refoulement, le déplacement, la condensation, sont des choses qui ont une généralité anthropologique. Vous voyez, l'articulation entre les sciences de la culture et la psychanalyse, ça passe par, à mon avis, par l'anthropologie. Ce n'est pas d'ailleurs un hasard si Francis Martins, par exemple, est passé directement de l'anthropologie à la psychanalyse et d'une certaine façon, retour. Enfin, ce n'est pas un abandon, c'est simplement un accroissement ou une spécification. Et de ce point de vue-là, la psychanalyse pourrait très bien prendre place parmi les sciences de la culture, sachant que ces sciences sont des sciences du sémiotique, hein, ce que donc Saussure appelait des institutions symboliques, et que la généralité anthropologique des phénomènes de signification qui sont mis en évidence par la psychanalyse dépasse la nosographie, et ça s'observe tous les jours dans le fonctionnement entre guillemets normal et bien au-delà de la clinique. Bon, ce sont des phénomènes qui rencontrent d'autres comme les tropes, les analogies proportionnelles, qui sont partout à l'œuvre dans le domaine linguistique, dans la morphologie, dans la narratologie, etc. Sans parler du fait même que la cure de parole prend alors une place à part parmi les multiples thérapies pratiques sémiotiques à valeur curative, hein, qui sont partout, qui sont à la fois conjuratoire, divinatoire, et bon, ça pourrait être un autre continent dans une anthropologie comparative. Et finalement, c'est la personne comme sujet de droit et pourvu d'une responsabilité morale et politique qui est l'objet des sciences humaines. Et c'est précisément ce à quoi accède le sujet vu par la planche, à mon avis. Alors, j'ai été un peu bavard, pardonnez-moi, mais je passe la parole à Francis Martins, puisqu'il vient d'être interpellé en tant qu'anthropologue et psychanalyste. Oui, je pense, François, qu'en effet, il y a un grand malentendu quand on dit le mot psychanalyse dans le champ social. Hein, c'est qu'on ne différencie pas les différentes pratiques de la cure, qui sont ce qu'elles sont, et puis la théorie générale qui est sortie des pratiques cliniques, qui est bien sûr une anthropologie générale qui apporte son grain de sable, hein, comme je l'ai dit, qui est la notion d'inconscient, individuel, sexuel, refoulé. Mais justement, le mot d'inconscient, anthropologiquement, il est très chargé. Je pense que bon, Freud a eu besoin, bien sûr, de faire une topique, inconscient, préconscient, inconscient, après ça, moi sur moi, c'est-à-dire de décrire, faute de paroles suffisantes, pour arriver du côté de ce qui est peut-être les conditions même du langage. Hein, on prend des images, des analogies et des lieux. Hein, et donc l'inconscient est vécu, est présenté comme un lieu, et le passage est très rapide pour en faire un lieu cérébral, ce qui est évidemment une immense erreur. Mais je trouvais que justement que dans tes interventions, dans nos échanges, et puis c'est repris dans le livre, il y a quand même deux très belles formules, en fait. C'est la même. Hein, il y a une façon de nommer l'inconscient, pas du tout topologique, justement, encore moins biologique, et très fort du côté de la culture. Hein, quand tu dis que, d'abord, tu parles du sens. Hein, tu dis le sens n'est pas en nous, il est entre nous, mais tu vas plus loin, t'adressant à la psychanalyse, tu dis l'inconscient n'est pas en nous, il est entre nous.
Alors moi, je pense que c'est tout à fait en accord avec ce que la planche nous dit de la genèse de l'inconscient, hein, via les massages énigmatiques. Mais voilà, je voulais te relancer quand même cette phrase qui est de toi, que je trouve très, très enrichissante pour la psychanalyse, et je dirais très détopolisante. Hein, Dieu merci. Oui, alors l'idée, c'est que l'environnement humain est très particulier, c'est-à-dire il est peuplé par des signes auxquels on baigne dedans dès avant la naissance, hein, puisqu'on les entend un petit peu, dans le ventre maternel, un peu comme dans une piscine, ce qui fait que l'enfant nouveau-né réagit différemment à la langue maternelle, à la différence d'autres langues. Et donc, l'idée, ça serait que la personne ne fait pas partie de la dotation biologique. L'individu, oui, mais la personne, non. C'est-à-dire qu'elle se forme dans une co-adaptation de l'individu à son environnement social. Et la planche formule l'hypothèse, à mon avis majeure, que l'inconscient est acquis dans l'épisgenèse. Il n'est pas l'efflorescence de pulsions obscures, en raison de la complexité des échanges, d'abord avec les adultes, mais en fait, entre adultes, ça continue. Hein. Et en bref, selon lui, c'est-à-dire que les refoulements sexuels de l'adulte le conduiraient à adresser à l'enfant des messages énigmatiques. À mon avis, l'énigme, elle est partout, même en dehors du sexuel. C'est-à-dire qu'au départ, l'enfant reçoit des messages, il voit bien qu'ils lui sont adressés, mais il ne les comprend que petit à petit. C'est-à-dire que tout message adressé à un certain moment de la vie est énigmatique. Et faute d'interprétation possible, tant qu'une interprétation n'a pas lieu, c'est-à-dire ce qu'il appelle une traduction, ça s'entasse dans quelque chose qui est le préconscient de l'enfant. C'est en tout cas un inconscient peu profond. Et la relation inégalitaire entre l'adulte et l'enfant, qui est décrite au fond en quoi consiste la théorie de la séduction, pourrait fonder une sorte de théorie de l'échange social qui n'a rien à voir avec la transparence communicationnelle. Il y a un malentendu généralisé qui fait que nous croyons communiquer entre nous. Et bon, ça peut très bien se passer, bien entendu. Mais ça repose sur la notion de message énigmatique. Et je me demande si tous les messages ne sont pas plus ou moins énigmatiques, c'est-à-dire, bon, la clarification vers laquelle tendent les problématiques rationnelles héritées des Lumières n'arrivent pas dans ces domaines à une clarification complète. Il n'empêche que c'est vers là que l'on veut aller, et la clarification est possible parce que, au fond, l'inconscient ne serait que des incompréhensions amassées, et les troubles psychiques peut être soigné par une théorie qui éclaire au sens des Lumières cette incompréhension. Et la cure, donc, ressemble à un passage de l'incompréhension négative à l'incompréhension positive, c'est-à-dire on cerne l'énigme et donc on l'empêche de faire des dégâts, si j'ai bien compris. Et finalement, c'est une forme de limite. Ces lumières sont une limitation des dégâts de l'obscur, hein. L'obscurité, mais c'est déjà énorme. Et je pense que c'est ça qui est un petit peu vertigineux dans ce projet qui ferait de la psychanalyse une des sciences de la culture, au fond, une des sciences sociales, entre guillemets, puisque son objet est un inconscient qui est acquis dans l'interaction sociale.
François, une toute petite ponctuation parce qu'on n'a pas le temps de développer, mais c'est vrai que je pense qu'en effet, l'art du message, c'est l'art du malentendu, et Dieu merci, c'est comme ça qu'on arrive à faire du neuf. Mais je dirais que le côté énigmatique, tel que la planche et la psychanalyse dans son sillage le mettent en scène, c'est pas tellement de l'ordre de, ben, au fond, qu'est-ce que ça veut dire, hein, c'est pas clair ou que sais-je. C'est plutôt, d'une part, qu'est-ce que ça me veut, hein, à s'adresser à moi de telle façon, d'une part, et qu'est-ce que ça me fait? Et ça me fait du trop intense. C'est pour ça que je dois en refouler une partie. Hein, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que Übersetzen en allemand, c'est plus clair que traduction en français, parce que Übersetzen, par exemple, über die Straße gehen, c'est traverser la rue. Hein, je mets quelque chose par-dessus un mur pour m'en débarrasser parce qu'il y a du trop. Ça, je dirais, c'est ce que la psychanalyse, comme dimension métapsychologique, ajoute à ce que tu viens de dire. Mais j'en dis pas plus parce que c'est une très longue discussion. Oui, je voudrais revenir un tout petit peu sur la question que j'ai dit, sur l'élément que j'ai mentionné au début sur l'esprit de la psychanalyse de la planche, et ce dont Francis a beaucoup parlé au début, et cet esprit qui est à la source des séminaires que nous avons faits avec la sémiotique. Et cet esprit se manifeste, je pense, beaucoup dans la conception de l'interdisciplinarité qu'avait la planche pour la psychanalyse. Et je voudrais souligner que la planche a énormément lutté contre l'impérialisme psychanalytique. Il n'a jamais considéré la psychanalyse comme devant occuper l'ensemble du champ des sciences qui s'occupent de l'humain, mais plutôt, il l'a toujours vu comme étant en complémentarité avec d'autres sciences dont les objets étaient différents. Alors, sur la question de la santé, oui, la planche considérait la psychanalyse comme une science. Je pense que oui, même si je suis assez d'accord avec François que ce sera plutôt un art, mais certainement la métapsychologie et certainement la façon de rendre compte de la pratique analytique pour lui avait un élément scientifique. Et pourquoi? Parce que la psychanalyse, selon la planche, avait un objet propre, qui est l'inconscient sexuel, et des méthodes spécifiques. Et il s'est particulièrement intéressé à mettre des limites au champ de la psychanalyse, donc favorisant un travail interdisciplinaire aux frontières de la discipline. Pour lui, la métapsychologie devait rendre compte de l'objet de la psychanalyse, qui est l'inconscient sexuel, mais un inconscient qu'il définissait d'une façon assez concrète. C'est-à-dire, pour lui, l'inconscient sexuel et la réalité psychique que cet inconscient fait naître, pouvait se résumer de façon non spéculative par la formule suivante: il s'agit de la fantaisie dans ses rapports avec l'excitation. Et de ce point de vue-là, il considérait que la psychanalyse pouvait apporter un éclairage différent des autres sciences qui n'abordaient pas les phénomènes sous le même angle. Donc, en quelques mots, je pense que plusieurs de ces choses ont été dites. Le choix de la sémiotique et du dialogue avec François Rastier était basé sur le fait que la métapsychologie de la planche s'articule autour de deux thèmes. Francis a parlé du message et de la traduction, mais je dirais plus de la séduction et de la traduction, et que dans la séduction, il y a le message. Pour la planche, la partie séduisante du message et sa partie expressive, ce qui fait signe et qui excite. Et de ce point de vue-là, l'expertise de la sémiotique est, à mon avis, d'un apport fondamental. Effectivement, la planche, et je vais clore rapidement, je me sens un peu pressée par le temps, mais je voudrais mentionner certains points sur l'épistémologie de la planche qui le rattache au rationalisme et ce qui a déjà été mentionné à la fois par Francis et par Duarte. Mais et insister aussi sur un point qui, je pense, est souvent peu développé par les psychanalystes qui peut-être ont un certain malaise avec lui. La planche présente des différences importantes, significatives, moi je dirais radicales, avec les autres post-freudiens et y compris avec Freud, dont il a dénoncé le fourvoiement biologisant de la théorie et aussi son usage du retour de l'héréditaire, par exemple de mythes
qui ferait d'emblée, qui serait constitutif des contenus de l'inconscient, un inconscient qui serait originaire et transmissible. Alors, les traits que je voudrais souligner de la métapsychologie et de l'épistémologie de Laplanche, qui le rattachent au rationalisme, j'insisterai d'abord sur le caractère historique que Laplanche confère à la formation de l'âme humaine, mais à la formation des instances psychiques. Pour lui, et Francis le dit aussi, je pense François aussi, mais tout les instances psychiques sont constituées dans l'histoire individuelle et singulière de chaque personne, et elles sont toujours ancrées dans une époque et dans une histoire plus large. Parce que pour Laplanche, il faut préciser aussi que les fameuses instances psychiques sont soit des mises en sens ou des mises en non-sens. Dans sa théorie de la traduction, le message est traduit, il reste des résidus intraduisibles, et ces résidus attaquent de l'intérieur. Et pour résumer, Laplanche lui-même a résumé la définition des deux instances psychiques principales pour lui, le moi et l'inconscient sexuel, comme le moi étant la circulation du sens et l'inconscient sexuel, la circulation du non-sens. Alors, dans ce contexte, c'est le rapport à l'histoire singulière et à l'histoire aussi. Autrement dit, ces instances ne sont pas préformées, ne préexistent pas dans un atavique fondamental à l'individu, mais sont formées dans une histoire concrète et réelle. Peut-être le deuxième thème, c'est le refus de la dichotomie corps-esprit. Et je pense que sur ce point-là, il faut le souligner parce que c'est peut-être une influence de Cassirer sur Laplanche, mais dans toute la théorie de Laplanche, il y a un refus systématique d'un dualisme corps-esprit. Le message est à la fois expression et contenu, et il est reçu à la fois comme impression, l'implantation, et sous une forme expressive aussi, l'insistance de Laplanche sur le message qui fait signe, qui est doté d'une énergie. Alors, ce sera le deuxième thème que je voudrais souligner comme caractéristique du rationalisme de Laplanche. Et enfin, peut-être pour conclure, c'est impossible de parler du rationalisme de Laplanche sans parler d'un rationalisme humaniste. Et parce que pour Laplanche, les instances psychiques sont des formations humaines. Elles sont créées dans une histoire humaine et elles se changent et se transforment dans une histoire humaine. Alors, il faut aussi insister sur le fait que la théorie de Laplanche n'est pas seulement une anthropologie, mais c'est aussi une façon de rendre compte du processus analytique de façon scientifique. Alors, qu'est-ce qui permet le changement? Mais pour lui, et je pense que c'est peut-être un grand trait humaniste de sa théorie, c'est le chemin inverse du chemin du refoulement. C'est-à-dire, le refoulement consistait pour Laplanche en un message provenant d'une autre personne qui devient une chose interne, qui attaque de l'intérieur. Pas tout le message, mais les résidus. Et dans la transformation sous l'angle anthropologique, comme Laplanche l'intervient, l'autre pôle, c'est le pôle de l'inspiration, où le chemin inverse vers l'autre externe devient possible. Alors, je vais m'arrêter là-dessus, peut-être avec une question aussi, parce qu'on a parlé je pense que les apports de la sémiotique, conscients ou non, de la part de Laplanche, mais on peut retrouver, et François Rastier l'a extrêmement bien démontré dans son entretien, mais on peut retrouver plusieurs apports de la sémiotique à la théorie de Laplanche et à la théorie de la séduction généralisée. Mais je pense qu'on peut faire aussi le chemin en sens inverse et se demander quels sont les apports que la psychanalyse ou la théorie de la séduction généralisée peut apporter à la sémiotique. Et j'en ai trouvé deux, puis je termine par cette question à François Rastier, parce que je trouve que dans son texte, c'est assez saisissant. Ce sont ces développements sur la hantise. La hantise comme étant le propre de l'homme, venant d'un sémioticien, c'est une chose assez interpellante, une affirmation. Et je pense que
ça rime bien, que la psychanalyse, particulièrement, non seulement notamment, mais on parle de la théorie de la séduction généralisée, avec l'importance de la sexualisation masochiste des comportements humains, pourrait peut-être apporter un certain éclairage à cette affirmation. Et petite question pour François en terminant, parce que j'en ai une autre, c'est que vous avez aussi beaucoup dit dans votre exposé, et vous avez insisté à bon droit sur le fait que la planche insistait ou refusait par tous les moyens un retour à la philosophie, à une philosophie du sujet. Et dans votre réponse, je ne sais pas si c'est à Duarte ou à Isabelle, mais vous avez parlé de l'autonomie du sujet. Ça m'a un peu interpellée. Et ensuite, vous avez pris le terme personne. Je suis plus à l'aise avec le terme personne, mais je me suis demandé pourquoi vous avez réintroduit le sujet sur la question de l'autonomie. Et j'ai pensé que c'était peut-être avec l'idée que l'autonomie était un concept moral et qu'à ce moment-là, on n'était plus nécessairement dans le paradigme de la psychanalyse. Alors, merci. Merci. Alors, je répondrai simplement là-dessus, c'est-à-dire, on va dire que c'est un lapsus. J'ai employé sujet, mais je pensais à personne. Mais bon, c'était sujet au sens philosophique. La philosophie du sujet, évidemment, par rapport à l'herméneutique, par exemple, d'inspiration heideggerienne, où on voit le sujet devenu Dasein, il était tout à fait opposé à l'idée des existentiaux qui seraient des sortes de données immédiates et obligatoires. Et donc, on aurait l'individu biologique, la personne qui est l'objet, si on peut dire, à la fois de la sémiotique et de la psychanalyse, et le sujet qui est un objet de la philosophie, si je puis dire, ou en tout cas une concrétion de la philosophie. Je voulais juste rebondir, ou en tout cas par rapport aux éléments de précision juste qui m'ont été donnés ou formulés par François Rastier, voilà, sur le fait que finalement la langue n'est pas réductible à un code, et puis avec toutes les incidences que ça peut avoir, en fait, ou la manière dont on peut justement analyser aussi les productions du management. C'est vrai que je pense que tous ces éléments de précision permettent de comprendre comment justement certaines techniques ou certaines pratiques que l'on rencontre notamment dans les organisations du travail mettent en impasse, on pourrait dire, ou se présentent comme des obstacles à tout ce travail de traduction, et que effectivement probablement tout ne fait pas message, et où il y a ça ouvre aussi un certain nombre de questions et de réflexions sur la mise en impasse, je pense, des capacités de penser, au sens d'une pensée critique et d'une pensée subjective, en fait, qui est aussi alimentée, on pourrait dire, par la dynamique de la traduction, des traductions, retraductions, telle que la pense la planche.